Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art. L'invité de cette semaine a un passé de boxeur. Cette expérience sur le ring l'a incité à mettre en relation la boxe et la vie, d'interroger nos manières de lutter, de combattre, de résister. Ces différents médiums sont le dessin, la peinture, la photographie et les installations. Pendant quelques temps, il est parti vivre à Mayotte avant de revenir dans les Vosges. Il en a gardé une devise, celle de toujours rester vigilant. Comme il le dit si bien, à travers ce donner à voir se pose un donner à réfléchir. Ses créations nous parlent de tout cela. Notre tête de l'art de la semaine est plasticien et s'appelle Sébastien Montague. Bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'être parmi nous. On va apprendre à découvrir votre travail, votre parcours aussi, pour comprendre comment les arts plastiques sont arrivés dans votre vie. Vous avez fait les Beaux-Arts. Vous aviez gribouillé, comme vous dites, hein, c'est les mots que vous avez employés quelques années auparavant. Vous étiez quelqu'un qui avait du mal à trouver sa place au collège, à trouver sa place dans l'enseignement. Et puis finalement, il semblerait que l'art vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Alors, racontez-nous. Complètement, quoi. C'est vrai qu'au collège, j'avais du mal à trouver le sens que l'enseignement me donnait, quoi. Donc, j'ai galéré un petit peu au collège. Je n'étais pas mauvais élève, hein, mais ouais, j'avais du mal à m'investir dans le travail. Et puis, fin de troisième, j'ai voulu m'engager dans la marine pour voyager, pour partir. Et mon père m'a dit, mais non, l'armée, ça ne te plaira pas. Tous ces ordres qu'on va te donner, etc. C'était pas vous. Tu vas pas supporter, quoi. Ouais. Et puis il m'a dit, bon, il y a un lycée là qui fait art appliqué, hein, pas très loin. Essaye de passer le concours, parce qu'il y avait un concours à l'époque pour y rentrer. Et puis donc je suis rentré en bac art appliqué, donc en seconde, première, terminale. Et puis ensuite je me suis dirigé vers les Beaux-Arts, quoi. Donc quelque part ça m'a un peu sauvé. Ouais. Arrivé au lycée, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait. Donc il a fallu retravailler, hein, en maths, en français, là où j'avais posé des lacunes. Et puis je me suis épanoui là-dedans. Et puis maintenant j'y suis encore au collège. Bah parce oui, que j'enseigne les arts plastiques. Ouais. Alors est-ce que ça veut dire que finalement l'art vous a aidé à trouver votre place dans la société? Est-ce qu'on peut le dire de cette façon-là? Oui, je pense, ouais, carrément. Bah, c'est un moyen aussi de mettre une distance avec ce qui se passe autour, hein. Donc on se met à distance, mais en même temps on peut dénoncer des choses, on peut critiquer, on peut donc combattre, lutter, comme vous l'avez dit en présentation. Et c'est une liberté, c'est une liberté que la vie n'offre pas toujours. Complètement, ouais. Et puis une expérience aussi, hein. Donc on expérimente des choses, on partage aussi, hein. On partage des choses dans l'atelier, avec les amis, avec les amis artistes, avec le public lorsqu'on présente son travail. Donc c'est vraiment un moyen de véhiculer de l'imaginaire, un positionnement aussi, hein, social, politique. On va y revenir, voilà. Ça, bien évidemment. Ouais. Les Beaux-Arts, donc, comme il se doit, hein, vous ont appris à découvrir plein de techniques. À quel moment vous avez senti que vous trouviez votre médium? Est-ce qu'on le sait, d'ailleurs, au moment où on le trouve, ou est-ce que les choses se dessinent, sans mauvais jeu de mots, au fur et à mesure? Ça évolue, ça change même des fois, quoi. Arrivé quand je suis rentré donc à l'école des Beaux-Arts d'Épinal, j'étais plutôt dans la peinture, dans le dessin. Et puis ça a évolué tout doucement vers la photographie, en rencontrant donc le prof de photo Patrick Jacques, qui m'a initié donc à cette culture de l'image. Et donc j'avais une sensibilité par rapport à ce médium, et qui est resté lorsque je suis parti à Nice. Donc mon diplôme de 5e année, c'était un diplôme essentiellement en photographie. D'accord. Et puis ensuite, donc, quand je suis parti en Guyane, j'ai renoué avec la peinture. Donc j'avais plus les moyens techniques, hein, pour travailler la photo. Et c'est par ce moyen-là que je suis retourné vers le pigment. Oui, c'est ça. Alors justement, la Guyane, donc vous y êtes resté 5 ans, hein, vous avez enseigné là-bas. La peinture est revenue, vous l'avez dit. Est-ce que c'est le fait d'être un peu loin de chez soi qui permet de se dire je me lâche un peu, on ne me connaît pas, je m'exprime autrement, ou est-ce que c'est le fait aussi d'être loin où il y a un manque et du coup la peinture revient? Enfin, comment vous analysez ça? Disons que en Guyane, lorsqu'on est arrivé avec ma compagne, on a découvert vraiment une richesse incroyable, une grande diversité
de personnes, de cultures, entre les Amérindiens, les Marrons, les Créoles, les Chinois, les Hmongs, les Brésiliens. Enfin, il y avait toute la planète réunie. réunis dans ce petit bout de territoire français perdu au milieu de l'Amazonie. Et donc c'est vrai que de côtoyer un petit peu toutes les ethnies m'a fait renouer aussi avec cette peinture. Donc il y avait les Amérindiens, Kalinia et Arawak, qui utilisent le bandana comme mouchoir de cou et puis comme cape pour les cérémonies. Et donc c'était marrant de voir cette appropriation en fait, d'un objet de coton, une pièce de coton. Et donc je me suis réapproprié moi également cette pièce de coton pour y peindre dessus, quoi. Donc, c'était mon support local, on va dire, Ouais. pendant quelques années, quoi. Donc voilà, c'est une manière de s'enrichir aussi des découvertes que je pouvais faire sur place, quoi. Et vous avez exposé là-bas? Oui, ouais. Ouais. Au Suriname et puis en Guyane. D'accord. Et comment c'était perçu le fait d'utiliser finalement leur symbole et de peindre dessus? Quels sont les retours que vous avez eus? Donc les retours, c'était un questionnement aussi. Ils se posaient la question, mais pourquoi reprendre ça? Et puis au départ, il y avait donc ce questionnement. Puis après, il y a eu un échange vraiment avec une dame qui, donc je peignais sur les bandanas. Je lui emmenais ma peinture et elle me faisait des festons au type amérindien dessus, quoi. D'accord. Voilà, donc il y avait un vrai échange avec cette dame. L'échange et le partage, l'art sert à ça aussi. Aussi. On marque une pause musicale avec le groupe qui nous accompagne pendant 4 semaines. Il s'agit d'un quartet de violoncellistes. Il s'appelle Bruxello.
Voilà, deuxième partie de ce Tête de l'Art avec le plasticien Sébastien Montague. Je disais dans l'édito que vous avez un passé de boxeur aussi, de 1989 à 2002. La boxe, c'est une véritable source d'inspiration dans votre travail pictural. Vous la transposez, vous la déclinez, et vous dites que finalement, le monde de l'art, c'est un monde où il faut se battre. Ça ressemble un peu à un ring. C'est un peu ça, oui. Le monde de l'art, puis le monde tout court, en fait. Et puis, oui, la vie en général. On est toujours en train de lutter ou combattre contre quelque chose ou pour quelque chose. Ça peut être les deux. Donc c'est vrai que je me suis amusé à transposer ce monde de la boxe dans le monde de l'art et le monde de la vie, à faire des relations. Une sorte de métaphore un petit peu de l'existence. Et c'est vrai que la boxe, c'est une discipline sportive qui demande justement beaucoup de discipline, justement. C'est presque de l'ascétisme. Il faut avoir une hygiène de vie incroyable. Les week-ends, les sorties entre copains, il faut oublier un petit peu. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a plus trop envie de tout ça, quoi. Donc on passe à autre chose. On a envie de passer à autre chose. Mais ça reste là, quoi. C'est vrai que ça apprend tellement de choses aussi par rapport au respect des règles, des partenaires, respect aussi de l'adversaire qu'il peut avoir en face. On va se mettre sur la gueule sur le ring, mais après, une fois que le vestiaire est passé, on va boire un verre ensemble. On va se taper dans le dos, d'accord. On va même manger au restaurant ensemble. Et puis, c'est étonnant. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment un sport, quoi. C'est pas... Oui, on épouse la boxe quelque part. Quand on rentre dans ce circuit-là, c'est vraiment toute sa vie qui est régie autour. Quelque part, oui. Et si on transpose avec le monde de l'art et de la vie en général, vous l'avez dit, mais je reviens sur l'art en particulier, c'est un monde difficile. Pourquoi ? Il y a une concurrence entre artistes, c'est dur d'exposer, tout est difficile dans l'art. Alors, c'est un petit peu tout ça. D'accord. Bon. Donc l'art, déjà, il faut se faire un réseau, il n'y a pas de secret. C'est bien aussi de se faire épauler par une galerie qui représente l'artiste ou par un agent. Quand on est tout seul dans son atelier et qu'on doit faire en même temps le métier d'artiste, en même temps un autre métier à côté pour vivre, comme par exemple professeur d'art plastique, avoir une vie de famille et puis faire son boulot d'agent, parce que quand on n'en a pas, ça demande aussi un travail de communication, d'aller rechercher des lieux pour exposer, etc. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, et ce combat qu'il peut y avoir pour se faire reconnaître, oui, il y a une concurrence entre artistes, bien sûr, mais il y a aussi un partage. Tout n'est pas négatif. Non, tout n'est pas négatif. C'est difficile, mais il y a quand même... moi, j'ai plein de copains qui sont artistes. Et ça va. Ça se passe bien. On se tape pas dessus. Bon, d'accord. Même si on sait que quand on se tape dessus, on peut aller boire un coup après. On a appris ça avec vous. Et manger au restaurant. Voilà, exactement. De vos voyages, je le disais dans l'édito, vous avez gardé cette devise de toujours rester vigilant. C'est quelque chose que vous avez appris là-bas ? C'est pas une devise pour moi, ça. C'est une devise pour tout le monde. D'accord. Voilà, c'est la devise de Mayotte. On le retrouve d'ailleurs sur leur héraldique, leur blason. En mahorais, on dit Ra Achiri, qui veut dire nous sommes vigilants. D'accord. Voilà, et donc c'est vrai que quand je suis arrivé à Mayotte, on nous parlait de l'insécurité tout le temps, on nous parlait de la misère, on l'avait sous les yeux d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on parlait des cambriolages. Donc au début, on était un petit peu mal avec ma compagne et puis les enfants. Et puis donc j'ai commencé à peindre justement des boxeurs sur des boîtes d'allumettes, des boîtes d'allumettes sérigraphiées, qui sont importées à Mayotte par une société sud-africaine. Et je peignais donc des boxeurs en situation de garde, donc garde de défense ou d'attaque. Et j'en ai peint une par jour, passée à Mayotte. Et la série s'appelle Soyons vigilants. D'accord. Ouais, ok. Merci pour les explications. Un pied de nez à tout ça. Alors, il y a le dessin, il y a la peinture, il y a les installations, il y a aussi les photographies. Vous nous livrez les mêmes messages à travers ces différents modes d'expression, ou est-ce que vous attitrez à chaque médium un message particulier ? Non, tout est lié, quoi. Il y a un fil conducteur qui est toujours ce combat, en fait. Ouais. Depuis que je suis rentré de Mayotte, le combat il est moins frontal. Il y a plus une distance qui est mise. Donc vous êtes apaisé ? Un peu. Un peu. À l'aube de la quarantaine, on regarde un petit peu dans le rétroviseur et puis on se dit on va peut-être prendre un peu de distance, faire les choses de manière plus poétique, moins directe, moins frontale. Mais le sens est toujours
toujours là, quoi. C'est toujours un peu le même sens qui est livré, mais dans une forme plus douce. Oui. Même si on ne se change jamais véritablement, mais on peut mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Exactement. Exactement. On va retrouver le groupe Bruxello qui nous accompagne ce mois-ci musicalement. C'est parti.